Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Oui, non, définitivement. Puis si on revient au hockey, puis on va refaire d'autres parallèles avec les différents sports dans quelques instants, mais j'aimerais ça que tu me parles un petit peu justement de la collecte de données, puis c'est quoi un peu les variations quand on parle de description du hockey, donc c'est ce que vous avez tenté de faire justement dans cet article-là. C'est quoi un peu les grandes lignes de ce qui est ressorti? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des accéléromètres, là, des petites centrales inertielles qui étaient dans le dos des joueurs. C'est une petite brassière que les athlètes devaient porter en dessous de leur maillot, de leur chandail de jeu. Puis ensuite, pendant les entraînements et pendant les matchs, on mesurait donc les accélérations sur toute la durée du match et pendant les entraînements aussi. Et donc ça, c'était sur tous les joueurs. Puis il y avait des joueurs des fois qui sont plus inactifs, il y a des joueurs qui sont plus actifs. Puis ensuite, on a regardé vraiment seulement le temps sur glace. Mais sur la durée totale de l'entraînement ou la durée totale du match. Et on a fait ça pour tous les joueurs, mais même tous les joueurs qui ont fait partie de l'équipe. C'est pour ça qu'on dit qu'on a 50 joueurs. C'est que il y a tellement d'échanges dans le hockey que il y a à peu près 25 joueurs dans l'équipe en général, mais il y a eu 50 joueurs qui ont été étudiés parce qu'il y a des joueurs qui venaient passer 2 semaines, qui s'en allaient, qui revenaient, qui allaient évoluer vers le Canadien de Montréal, qui changeaient d'équipe. Et donc, on a 50 joueurs qu'on a analysés. Puis ça ajoute à la variabilité de la mesure quand on a plusieurs joueurs. Mais après ça, on a aussi essayé de modifier ou de mettre une variable, une covariable qui était la position des joueurs. Puis la position des joueurs, ben ça change aussi. Il y a des joueurs qui peuvent des fois changer de position pendant la saison. Fait que on a essayé de mettre la position pendant l'entraînement ou pendant le match qui était joué. Et puis là, ben c'est ça. On a essayé de regarder la charge d'entraînement. Puis ces accéléromètres-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mesurent. Donc, les accélérations, c'est la somme vectorielle des accélérations dans les trois directions. Donc, X, Y, Z, là, donc verticale, horizontale, puis latérale. Et puis, donc, la somme des accélérations, mais sur glace. Et comment qu'on fait pour déterminer quand c'est sur glace? Ben là, il y a un algorithme là, d'apprentissage automatique qui est derrière ça, qui permet de détecter quand les accélérations sont supérieures à 0,3 mètres par seconde au carré et qui répondent à un paquet de... En fait, c'est un arbre décisionnel là, qui a permis de décider quand est-ce que l'athlète était sur glace et quand est-ce que l'athlète faisait des coups de patin ou pas. Parce qu'on sait, un des problèmes qu'on a au hockey par rapport au soccer ou tous les sports de terrain, c'est qu'il y a une grande partie du jeu où les athlètes, même s'ils ont des grandes vitesses, ben, des fois, ils font rien parce qu'ils font simplement glisser sur la glace. Et donc, on veut pouvoir déterminer quand les athlètes font du travail. Et donc, ça, c'est un enjeu qu'on avait qui était de vraiment essayer d'isoler le travail du repos, finalement, ou des périodes qui sont inactives. Et donc, on a analysé ça sur tous les joueurs pendant toute la saison. Puis, on a fait des moyennes par position. Donc, il y avait quand même une certaine variabilité entre les joueurs. Et on a fait des moyennes par période pour les matchs. Et on a regardé aussi pendant toute la saison des moyennes par semaine, par exemple, sur toute la saison pour voir si ça évoluait un peu la charge dans le temps. Puis l'autre dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a aussi analysé justement la moyenne sur la semaine pour essayer de voir le jour de match, comment la charge se comparait au jour qui précède le match. Parce qu'on sait que dans la majorité des sports, on a tendance à faire ce qu'on appelle un affûtage, là, à réduire un petit peu la charge d'entraînement à l'approche du match. Fait qu'on voulait voir si c'était quelque chose qui était observable aussi au hockey. Puis dans la majorité des sports, puis c'est drôle des fois quand tu parles à des gens qui sont dans la saison, ils oublient s'ils sont lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Tout ce qu'ils savent, c'est que moi je suis game day -3, game day -2, game day -1 parce que ma vie est organisée en fonction de ce que je fais le vendredi du match, donc le jour avant. Puis ça, c'est toujours un petit peu drôle là-dedans. Justement, là, on va explorer certains des résultats parce que je veux entendre un peu plus ton avis là-dessus. On a juste 7 pages pour avoir un peu ce que vous en pensez. Une des affaires qui ressort, puis qui, moi, elle pique ma curiosité beaucoup là, par rapport à la gestion d'une équipe de hockey, c'est le résultat où est-ce que la première période, là, puis c'est le même que je l'ai traduit en français, là, mais la première période semble avoir une charge de travail plus élevée, où les joueurs semblent travailler plus fort, justement, durant la première période comparativement à la deuxième et la troisième. J'aimerais t'entendre sur pourquoi, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi, j'ai déjà mes idées parce que en fin de semaine, j'ai justement parlé avec un thérapeute athlétique là, qui est comme en charge de l'équipe de s'intégrer d'une équipe junior majeure. Puis on parlait un petit peu de la charge de travail. Puis je venais tout juste là, de lire l'article, donc c'était frais à ma mémoire. Donc, je veux qu'on explore qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais pourquoi ça se produit, donc que la charge est plus élevée en première période versus la deuxième et la troisième? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on gère une équipe au quotidien? Là?
Ben, une chose que je dois dire d'abord, c'est que justement pour, tu sais, comme tout bon scientifique, on doit signer la présence de biais potentiels. C'est que nous, on avait une seule équipe qu'on étudiait, donc c'était le Rocket de Laval. Donc, ce qui peut être présent dans un biais qui peut être présent dans nos données, c'est que ça peut être des stratégies tactiques qui étaient liées à l'entraîneur, à ce qu'il voulait mettre en place comme stratégie de jeu dans la première période versus aux périodes subséquentes. Donc, ça, on le sait pas, hein, parce qu'on n'a pas analysé les stratégies tactiques là, de jeu là, qui étaient dicté par l'entraîneur. Mais donc, c'est peut-être pas donc représentatif de tout ce qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine des autres équipes. Donc, c'est représentatif seulement de l'équipe qu'on a observée. Puis de l'année aussi qu'on a observé, parce que ça, c'était la moyenne sur une saison, mais on ne sait pas si une autre saison pourrait être différente, par exemple. Mais ce qu'on peut croire quand même, c'est qu'il peut avoir une volonté des joueurs de donner une intensité plus élevée en début de match parce qu'ils sont plus frais, ils sont plus disposés et qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe par la suite et qu'il y ait plus de difficulté à maintenir cette intensité de jeu-là et cette capacité à faire du travail-là jusqu'à la fin du match. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, logiquement, devrait pouvoir s'expliquer un petit peu, là, dans le sens qu'on s'attend à ce que les joueurs se fatiguent un peu pendant le match puis performent moins à la fin du match. Et donc ça pourrait peut-être expliquer un petit peu pourquoi on a tant une intensité qui est un peu plus faible à la fin de la troisième période que aussi même une charge de travail qui est un petit peu plus faible aussi en troisième période versus les deux premières périodes. Ben, donc, il y a un aspect de conditionnement. Puis là, moi, d'aller, OK, donc, on respecte le biais de sélection ou le biais, justement, de l'échantillon que vous avez utilisé. Mais mettons qu'on essaie de travailler avec ça. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait comme entraîneur? Ou est-ce que ça veut dire qu'on devrait augmenter le conditionnement de nos athlètes pour qu'ils soient capables de répéter tout ça? Ça veut-tu dire en même temps qu'on équilibre plus le temps de chacune des lignes en première période pour garder un avantage par la suite? Ou est-ce qu'on essaie de... Parce que là, si on assume ou on extrapole, là, puis je sais que c'est peut-être pas très scientifique, ou c'est scientifique jusqu'à un certain point là, d'extrapoler ça, mais je me dis, il y a un enjeu au niveau de l'entraîneur parce que, OK, oui, c'est une question de c'est ce qui se passe, mais là, si on veut prendre un avantage en tant que tel, ça veut-tu dire qu'il faudrait diminuer ce que nos athlètes font pour justement aller chercher un avantage plus significatif par la suite? Fait que je sais pas, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je sais que tu es moins dans le coaching au day-to-day, mais qu'est-ce que tu vois, toi, là-dedans, toi qui as regardé vraiment les données? Là? Mais je pense que c'est difficile à interpréter parce que, tu vois, nous, on a regardé les données justement d'une équipe. Mais si on fait l'hypothèse que les autres équipes de la Ligue américaine ont le même phénomène, donc ont une même diminution de la charge et de l'intensité pendant leur match, on peut vouloir croire que ce qu'on veut finalement, c'est que notre diminution soit moins grande que celle des autres équipes. Donc, on ne veut pas vouloir atténuer complètement, on ne veut pas annuler cette diminution-là, on veut juste qu'elle soit moins grande. Puis là, encore là, on fait l'hypothèse que l'intensité de match puis la charge de travail serait associée à une meilleure performance. Mais on ne le sait pas non plus. Peut-être qu'il y a du bruit dans le jeu, puis finalement, on n'est pas très efficace dans le jeu, puis ça donne pas grand-chose. Mais on peut croire que l'intensité de jeu devrait se traduire par une meilleure performance ou plus de points finalement qui seraient fournis par l'équipe qui fait le travail. Donc là, il y a ce biais-là ou cette information-là qui est intéressante. Puis, tu as mentionné un autre truc au départ aussi, puis je me rappelle plus, excuse-moi. Ben, est-ce qu'on devrait équilibrer les différents trios? Puis, en fond, ce que je me dis, souvent, il y a des entraîneurs qui veulent absolument prendre l'avantage en début de match. Donc, ils vont mettre leur première ligne puis leur deuxième ligne sur la glace, sur leur première paire de défenseurs. Mais le problème, souvent, qui arrive avec ça, puis des fois, je pense que certains entraîneurs de hockey sont peut-être pas conscients de ça, puis en tout respect. Mais l'affaire, c'est que tu aurais peut-être avantage à équilibrer l'utilisation de tes trios dans la première période, de façon à ce que tes meilleurs trios, donc ta première ligne, ta deuxième ligne, peuvent prendre l'avantage puis travailler plus fort dans la deuxième ou troisième période, où est-ce que justement l'autre équipe va peut-être avoir surutilisé justement leurs lignes qui sont un peu plus dominantes. Oui, mais je pense que, tu vois, ça fait un lien avec une discussion qu'on avait depuis des années avec la Canadienne de Montréal, puis j'espère qu'ils vont évoluer dans ce sens-là. C'est que là, nous, ce qu'on a fait, là, moi, je suis un physiologiste de formation, hein, puis on a fait une analyse. C'est pas nécessairement de la physiologie parce qu'on avait des données qui étaient de charge d'entraînement qui sont difficiles à mettre en lien avec la physiologie directement, mais c'était quand même une analyse de charge de travail. Mais je pense qu'il faut faire un lien avec les données qu'on va dire d'analytique du jeu, là, qui sont vraiment des données d'analyse tactique du jeu, puis des stratégies tactiques, puis des probabilités de gagner ou de faire un point. Puis quand on met toutes ces informations-là ensemble, c'est là qu'on est capable d'établir des modèles prédictifs ou des modèles qui nous informent sur les meilleures stratégies qui pourraient être utilisées. Parce qu'on pourrait se demander, est-ce que c'est mieux justement d'entraîner plus mes joueurs
à tolérer de la fatigue, tu sais, puis être plus en forme en fin de match? Ou est-ce que c'est mieux de juste modifier mes trios, tu sais, avoir des trios qui sont mes meilleurs trios qui sont plus efficaces en fin de match, dans la troisième période pour scorer des points à ce moment-là, quand l'autre équipe peut-être est vulnérable puis est plus fatiguée, tu sais. Fait que ça, c'est des choses qu'on sait pas, tu sais. Fait que ça serait intéressant à analyser, mais pour ça prend plusieurs sources d'informations qui sont combinées ensemble, puis des analyses qui sont, c'est ça, qui sont assez complexes à faire aussi, là, tu sais. Tout à fait. Puis on revient justement à la triangulation où est-ce qu'on parlait tout à l'heure, où est-ce qu'on va avoir plein de prises de données. Puis justement, une autre chose que j'ai pensé qui pouvait influencer tout ça, quand tu nous mentionnais que c'était une équipe de hockey durant une saison, donc un groupe de joueurs, un style d'entraîneur aussi en même temps. Mais tu sais, si cet entraîneur-là, c'était le genre à justement tout le temps faire des gros speeches motivationnels en première période, les gars tombent sur la glace en première période, sautent sur la glace, puis là, ils veulent tout casser, mais qu'après ça, entre les périodes, il est très analytique ou dit pas trop de commentaires, peut-être que les débuts de période sont moins puissants. Donc, il y a même le style de communication de l'entraîneur qui peut avoir une influence potentielle sur ça, en plus de l'aspect tactique que tu me disais, l'aspect fraîcheur, l'aspect de la ligue en tant que telle. Puis ça, moi, ça revient, ce que tu as mentionné, c'est l'importance d'être un généraliste ou de prendre une analyse générale. Tu sais, si on revient aux travaux de David Epstein dans le livre Range, qui parle comment est-ce que, OK, donc on a l'analyse de la charge de travail, on a l'analyse physiologique, on a l'analyse psychologique, on a les analytics, mais quand on met tout ça ensemble, faire une analyse macro, ça va être beaucoup plus intéressant puis beaucoup plus riche pour comment est-ce qu'on doit se diriger vers l'avant pour avoir du succès. Je pense que, tu sais, un conseil que je peux donner aussi s'il y a des jeunes scientifiques du sport qui s'intéressent à évoluer dans le milieu, là, c'est que souvent, quand on arrive comme scientifique du sport, tu sais, nous, on a nos outils qu'on sait, qu'on connaît, tu sais, qu'on sait comment les utiliser, qu'on connaît ces mesures-là. Puis on va toujours arriver avec ce biais-là de dire à l'entraîneur, OK, ben voici la charge d'entraînement, comment elle évolue dans le temps. Mais l'entraîneur, lui, il a plein d'autres informations là, tactiques de la situation de ses joueurs, de peut-être des stratégies de jeu qu'il connaît avec son expérience personnelle, des informations sur l'équipe adversaire. Donc, c'est vraiment important de mettre notre information qu'on amène en perspective avec tout le reste, puis d'être conscient que finalement, le sport, c'est extrêmement complexe, la performance à un haut niveau, et que justement, notre information elle a un infime impact peut-être sur la performance de l'équipe. Et cet infime impact-là est quand même significatif des fois, mais il faut quand même considérer que c'est vraiment pas la panacée. Il faut vraiment pas penser que quelconque information, nouvel outil qu'on va utiliser va changer complètement nos façons de faire, puis notre façon de travailler avec une équipe. C'est pour ça que c'est hyper important d'être vraiment à l'écoute de... En fait, je pense qu'un élément, moi, de mon expérience, là, puis là, je fais un parallèle général avec la science du sport puis mon travail avec les équipes en général, mais c'est que même comme scientifique, la plus grande habilité qu'on peut avoir pour travailler avec une équipe de haute performance, puis la plus grande qualité qui est importante avec le haut niveau, c'est les qualités humaines. C'est comment on est capable d'échanger, communiquer efficacement, d'avoir des bonnes habiletés de résolution de conflits. Donc, ça, c'est les habiletés qui ont le plus d'impact pour le succès à la haute performance. C'est pas les meilleures habiletés scientifiques nécessairement qui sont les plus importantes ou les meilleures habiletés de coaching nécessairement. C'est un ensemble souvent, quand on arrive dans le haut niveau, on a plusieurs intervenants qui viennent de différents milieux, puis c'est comment on est capable de travailler ensemble, en équipe aussi, pour améliorer les performances de l'équipe. Excuse, je fais c'est un petit parallèle, mais c'est super. Ben, excuse-toi pas. En fait, tu renforces le message de l'épisode 69 avec Jenny Cournoyer, qui a été thérapeute athlétique à un très bon niveau, là, puis qui a dit exactement le même commentaire. J'ai demandé comment est-ce que tu peux être une excellente thérapeute athlétique, puis elle disait c'est les qualités humaines, c'est comment est-ce que tu peux connaître le sport, parler avec l'entraîneur, puis ces choses-là. Puis tu sais que des fois, quand tu as des gens dans deux domaines différents, mais quand même connexes, là, qui répètent le même message, nous, on a la recherche qualitative, on appelle ça de la saturation. Ben, quand tu es dans la saturation, c'est peut-être que justement, tu as quelque chose d'intéressant là-dedans, puis que tu devrais prendre en considération. Mais là, si on revient quand même à la charge de travail, parce que c'est pour ça que tu es là en grande partie. Dans l'article, justement, il y a une petite anecdote que je trouve quand même intéressante. Vous mentionnez qu'il y a 76 parties et 63 pratiques durant une saison de la AHL, si j'ai bien extrapolé justement les chiffres de l'article. Est-ce qu'il n'y a pas un problème un peu avec ça, d'avoir 76 parties puis 63 pratiques? Mais tu sais, la saison de hockey, c'est 3-4 matchs par semaine. C'est quand même hyper dense. Fait que tu peux pas ajouter des pratiques beaucoup à ça. Tu sais, le gros de l'entraînement du joueur professionnel, c'est ses matchs. Fait que c'est pour ça que pendant la saison, même, on peut pas penser vouloir développer beaucoup des qualités chez un athlète. Des fois,
on va profiter du moment où la tête est blessée pour essayer de faire un retour en forme. Tu sais, fait que après ça, il y a des questions. Tu sais, le sport, on peut toujours se demander, est-ce que le sport, on vise toujours la performance optimale ou on vise faire du divertissement? Tu sais, je pense que la Ligue nationale, le but premier, c'est le divertissement, c'est d'amener des revenus à la Ligue puis aux équipes. C'est pas la performance optimale. Sinon, on aurait moins de matchs par semaine. Puis comme peut-être le football, on aurait un match par semaine, puis on aurait des performances qui seraient encore plus importantes peut-être dans ces matchs-là. Mais bon, tu sais, ça, c'est une grande question philosophique ou une grande question plus large. Fait que... Ah ben, je sais même pas s'il y a un débat philosophique à avoir, parce que c'est clairement, le sport professionnel, c'est l'industrie du divertissement. Puis ça, Exact. je pense que le plus tôt tu l'acceptes, le mieux c'est. Puis comme tu as 3-4 matchs par semaine, ben ça fait un lien avec, par exemple, la performance physique dans le Cirque du Soleil, qu'on entend souvent parler, ou du moins dans mon milieu, ou est-ce que ben, les gymnastes ou les artistes doivent performer 4 à 5 soirs par semaine, puis des fois 2 fois par jour. Ben, c'est un peu Exact. ça. Ben, c'est dans la même industrie, tu sais, le Cirque du Soleil puis le hockey, c'est l'industrie du divertissement. C'est juste que l'athlétisme, les athlètes font grandement partie du divertissement. Et si on revient encore une fois